Il y a quelque chose d'assez dérangeant à marcher dans un centre commercial laissé à l'abandon. J'ai récemment visité le Puente Hills Mall en Californie, que vous avez tous déjà vu, puisque c'est là que Marty McFly a découvert la DeLorean pour la première fois et voyagé dans le temps dans Retour vers le futur. Ce mall, qui accueillait des milliers de visiteurs chaque jour, est aujourd'hui quasiment abandonné. C'est presque comme visiter les ruines d'une civilisation disparue. Le food court est figé en 2018, avec des menus affichant des prix d'une autre époque, des publicités pour les films sortis il y a plus de 6 ans sont toujours placardées sur les murs, la playlist tourne en boucle avec des tubes qu'on avait tous oubliés, les escalators sont immobiles et les vitrines vides rappellent que des enseignes ont existé ici avant de déserter. Dans les années 80, il y avait environ 2500 malls aux États-Unis, tous plus gros les uns que les autres, visités par des milliers de personnes tous les jours. En 2025, il en reste 2 fois moins, une chute vertigineuse, sachant que beaucoup des quelques restants agonisent lentement. Alors comment est-ce qu'un symbole aussi puissant de l'Amérique triomphante a-t-il pu devenir un tel décor post-apocalyptique? Comment ces temples de la consommation qui ont façonné la culture américaine pendant des décennies sont-ils tombés en ruine? Aujourd'hui, je veux raconter l'histoire des malls américains, des immenses centres commerciaux qui, en l'espace de 50 ans, sont passés du summum du cool et de l'excès à des espaces complètement désertés, symboliques d'une Amérique disparue. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, c'est une alternative plus saine aux sodas et boissons sucrées. Et je vais pas vous mentir, j'ai un peu hésité au début parce que je suis vraiment pas aventureux quand il s'agit de boissons. Mais Oli m'a donné de quoi tester et j'ai été très surpris. J'ai trouvé ça vraiment bon, notamment la gamme hydratation que j'ai fait goûter à mes proches et ils ont aussi été conquis. Personnellement, j'aime bien prendre un Oli hydration au citron bien frais après le sport, c'est très agréable. Alors ça se présente comme ceci, ce sont des préparations en poudre que vous mixez avec de l'eau et des glaçons dans un shaker, ça prend littéralement 10 secondes à préparer. Vous avez plusieurs gammes selon vos goûts, comme des thés glacés, milkshakes et boissons énergisantes, avec plein de goûts différents, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors évidemment, le but c'est pas de remplacer l'eau, ça reste des boissons plaisir à consommer avec modération. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, et elles font toutes moins de 20 calories, donc si vous avez tendance à boire un peu trop de soda comme moi, ça peut être une très bonne solution. C'est aussi bien plus écologique, vous avez de quoi faire 50 boissons avec une boîte, ça correspond à 50 canettes non jetées. Si vous voulez essayer, je vous recommande le pack découverte qui vous donne un shaker comme celui-ci et plusieurs échantillons. Oli m'ont aussi donné 2 codes, le premier vous donne 5 € de réduction pour votre première commande et si vous êtes déjà client, le deuxième vous donne 10% de réduction. Comme toujours, tous les liens sont dans la description. Merci encore à Oli pour leur soutien, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Pour comprendre l'apparition de ces immenses centres commerciaux, il faut d'abord comprendre l'Amérique des années 50. Le pays sort de la Seconde Guerre mondiale en position de force. L'économie explose, les GIs rentrent au pays et fondent des familles, font des enfants, c'est le baby boom, et avec lui, on assiste à un changement radical du mode de vie américain. La voiture devient la norme pour se déplacer et permet aux familles de quitter massivement les centres-villes pour s'installer en banlieue. Les lotissements poussent comme des champignons aux périphéries des grandes villes, et cette nouvelle classe moyenne aspire à une vie moderne, confortable et pratique. In better homes, better communities, a better America as our heritage to the future. Mais voilà le problème. Faire des achats devient compliqué. Il faut prendre la voiture, aller d'un magasin à un autre et chercher une place de parking à chaque fois. Every day it gets worse shopping. It's impossible to find a place to park. Les commerçants comprennent vite qu'il faut s'adapter à cette nouvelle réalité. Customers pass us by if they can't find a place to stop. What rings up store sales today is parking space. À cette époque, il existe peu de vrais centres commerciaux. Le premier à avoir eu l'intuition, c'était J.C. Nichols avec le Country Club Plaza à Kansas City, inauguré en 1923. C'était le tout premier centre de shopping pensé pour l'automobile aux États-Unis. Mais on était encore loin du mall climatisé tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un centre commercial à ciel ouvert, avec des boutiques disposées autour de places et de fontaines, dans un style architectural inspiré de l'Espagne. Un peu comme les centres commerciaux modernes que l'on reproduit aujourd'hui d'ailleurs. Mais l'idée était assez révolutionnaire à l'époque. Il a regroupé plusieurs commerces au même endroit, avec un parking centralisé, comme un nouveau centre-ville plus pratique. Mais la vraie révolution arrive en 1956 avec l'ouverture du Southdale Center en banlieue de Minneapolis dans le Minnesota. Et là, on entre dans une nouvelle dimension. C'est le premier mall entièrement couvert et climatisé de l'histoire. Son architecte, Victor Gruen, un immigrant autrichien, avait une vision presque utopique. Il ne voulait pas créer un simple centre commercial, mais une véritable agora moderne en périphérie des villes. Victor Gruen imaginait un lieu où les gens viendraient non seulement faire leurs achats, mais aussi se rencontrer, discuter, vivre ensemble. Il a prévu des espaces verts, des œuvres d'art, des lieux de rassemblement. Pour lui, le mall devait recréer l'ambiance des places de marché européennes, mais avec le confort moderne américain. L'idée pour lui, c'était justement de limiter les effets de l'étalement urbain. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que Gruen finira par renier sa création. Bien plus tard, horrifié par ce que sont devenus les centres commerciaux modernes, il déclare « I refuse to pay alimony for these bastards' development. They destroyed our cities ». On peut traduire ça, je refuse de payer une pension alimentaire à ces développements bâtards, ils ont détruit nos villes. Sa vision humaniste avait été détournée en machine à consommer,
aux antipodes de sa philosophie. Mais en 1956, personne ne pense à ça. Le Sardell Center est un succès immédiat. C'est le début d'un transfert massif de l'activité commerciale vers les périphéries, et un élément crucial va accélérer ce phénomène, le Highway Act de 1956, signé par Eisenhower. This is the American dream of freedom on wheels, an automotive age, traveling on time-saving superhighways. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo sur le développement de l'automobile aux États-Unis. Mais pour faire court, ce programme massif de construction d'autoroutes facilite considérablement l'accès automobile aux banlieues. Les malls deviennent soudainement beaucoup plus simples d'accès pour des millions d'Américains. Yes, shopping is fun at Hillsdale. Et pendant que l'Amérique se couvre de ces immenses centres commerciaux, la France observe, fascinée et inquiète à la fois. Le modèle américain séduit les développeurs et les politiques qui y voient une modernisation nécessaire du commerce. L'année 1969 marque un tournant décisif pour le commerce français. Gérard Mullier, le patriarche du groupe Auchan, inaugure le centre commercial d'Anglo-les-Géants, dans la banlieue lilloise. C'est le tout premier centre commercial de France, organisé autour d'un hypermarché de 16 400 mètres carrés, avec une galerie marchande d'une centaine de boutiques. Et ça, c'est d'ailleurs une distinction importante avec les États-Unis. Là où les malls américains proposent une galerie commerciale, le concept français y inclut aussi un hypermarché, histoire de vous tenter en allant faire vos courses. Pour l'anecdote, les fondateurs de Auchan, Carrefour ou même Darty ont tous suivi les mêmes séminaires aux États-Unis d'une sorte de gourou de la grande distribution, avant d'importer toutes ces pratiques américaines en France. Une immense façade avec d'innombrables portes vitrées s'ouvrant sur un très vaste terre-plein. Nous sommes à Villeurbanne, cité en pleine expansion, et où vient de s'ouvrir un libre-service géant. Le centre d'Anglo est donc révolutionnaire et permet de lancer des nouvelles marques grand public comme Decathlon, Castorama, Noroto, Kiabi ou encore Flunch. Le lieu est tellement pris d'assaut par les visiteurs que l'autoroute est entièrement bouchée à des kilomètres à la ronde. Gérard Mullier doit même se résoudre à prendre un hélicoptère et se poser sur le toit pour participer à la grande fête d'ouverture. Quelques mois plus tard, le 21 octobre 1969, Cap 3000 ouvre ses portes à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Cela tenait de la kermesse et de la foire exposition. L'embouchure du Var n'avait jamais connu un tel flux. Le Cap 3000 était ouvert au public à 10 h ce matin. Le centre tire son nom d'une abréviation portée sur les plans d'architectes pour Capacité 3000, un détail qui dit tout de cette nouvelle ère où l'automobile devient reine. Ce centre commercial est une ville dans la ville. Un parking sur lequel un avion léger pourrait se poser et 3000 voitures stationnées. Moins d'un mois plus tard, c'est au tour de Parly 2 d'ouvrir au Chenay dans les Yvelines. Les promoteurs Robert de Balkany et Jean-Louis Solal ont eux aussi importé directement le concept du mall américain. Ils pensaient si grand qu'ils voulaient initialement l'appeler Paris 2, comme si le centre commercial allait carrément concurrencer la capitale. Mais la mairie de l'époque n'était absolument pas raccord avec l'utilisation du nom. Finalement, c'est un compromis entre Paris et la forêt de Marly qui est choisi, donc Parly. Avec 150 boutiques sur 56 000 m², c'est le premier centre commercial régional d'Île-de-France, organisé autour de deux grands magasins parisiens, le Printemps et le BHV. Ces trois ouvertures quasi simultanées marquent l'entrée de la France dans l'ère des grands magasins à l'américaine. Très rapidement, les nouveaux projets d'urbanisme s'appuient sur le format du centre commercial. Les années 70 voient une explosion, Belle Épine, Vélizy 2, Rosny 2, les Quatre Temps à la Défense, le Forum des Halles à Paris, et en province aussi, la Part-Dieu à Lyon, Mériadec à Bordeaux, la Bourse à Marseille. Chaque modèle français est calqué sur ses homologues américains, avec leurs grandes surfaces, leurs immenses parkings et leurs architectures modernes. La France entre elle aussi dans l'ère du consumérisme de masse. Mais aux États-Unis, on est quand même sur une autre échelle. Si les années 60 ont vu naître le concept, les décennies suivantes vont le pousser à des sommets inimaginables. Entre 1970 et 1990, l'Amérique connaît une véritable mallmania, des centaines de super malls sont construits, dont la superficie est supérieure à 40 000 m². Chaque nouvelle construction doit correspondre à un critère, toujours plus gros. Business experts say a good shopping center is one of the best investments known to man. Developers have used that line of thinking to build new shopping centers and expand existing ones for tremendous profits. Ces nouveaux temples de la consommation s'organisent tous selon le même modèle. Au cœur du dispositif, on a des anchor stores, des grands magasins emblématiques qui servent d'aimants pour attirer les clients. Sears, JCPenney, Macy's, Nordstrom, ces enseignes deviennent la colonne vertébrale qui vont permettre d'articuler tout le mall. This is the way we live now. Nice even temperature, no rain, no snow, no loud noises, music is playing. Everything's perfect in the mall. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'expérience proposée. Les malls deviennent des villes couvertes. On y trouve des food courts, avec une dizaine de restaurants, des cinémas avec des multiples salles, parfois même des patinoires ou des parcs d'attractions miniatures. La climatisation permet aussi d'y passer des heures, été comme hiver, dans un confort parfait. Et le tout avec une grande fontaine centrale où se retrouvaient les jeunes de l'époque. Every day I just come over here and play. I spend sometimes $15 a week in quarters just to play games. Pour
Pour toute une génération, le mall devient le lieu de sociabilité par excellence. Meet a lot of girls around here? Yeah, every week. Every week? Well, see, this mall is like really far out. Why do you think that? Because it's like where the cool people are at. Les jeunes s'y rassemblent pour traîner et s'amuser tous ensemble, que ce soit dans les lieux dédiés au divertissement ou juste dans les magasins ou à essayer les dernières paires de Nike. Et d'ailleurs, j'en parle dans une de mes dernières vidéos, allez la voir. Les malls deviennent aussi des temples de la mode et de l'identité adolescente. Des marques comme Gap, Abercrombie & Fitch, Victoria's Secret gagnent en popularité durant cette période, contribuant à une homogénéisation des espaces de vente. Où que vous soyez dans le pays, vous avez désormais accès à ces marques, devenues des symboles, des passages obligés pour tout adolescent qui se respecte. Mais si les malls fascinent autant, c'est aussi parce qu'ils incarnent l'accès à une forme de rêve américain. Pour des millions de familles issues de classes moyennes, c'est l'endroit où on va acheter son premier jean Levi's, tester une télé dernier cri, ou manger en famille un samedi après-midi. Le mall, c'est la vitrine de l'American Way of Life. Les enfants y passent leur week-end. Les parents s'y promènent pour faire du lèche-vitrine, et tout est pensé pour profiter pleinement de son pouvoir d'achat. La réussite économique se mesure à la fréquence à laquelle on y consomme. Les malls n'ont pas seulement accompagné la montée de la classe moyenne, ils l'ont aussi légitimée. Ils offrent un décor rassurant, codifié, où chacun peut jouer son rôle. Même si l'on n'achète rien, on y existe en tant que consommateur potentiel. Une révolution sociale autant qu'économique. Un exemple emblématique des excès de cette époque, c'est le Horton Plaza à San Diego, inauguré en 1985. Plus qu'un simple centre commercial, c'est un véritable parc d'attractions du shopping. It's so much more exciting and more dramatic, and so far exceeds my wildest dreams that it's just impossible to put it into words, but it certainly does look wonderful and I think it's going to be a great success. L'architecte mise sur une architecture délirante, avec des couleurs vives, des escaliers qui partent dans tous les sens, et même des ponts suspendus. I heard it was very colorful and I'm not disappointed at all. I'm an artist, as a matter of fact, and these colors just wow me. What do you think of this center? Oh, I think it's beautiful. L'idée, c'est de désorienter volontairement le visiteur, pour qu'il se perde et découvre toujours plus de boutiques. Horton Plaza sera finalement démoli en 2020 pour laisser place à un campus technologique, symbole du changement d'époque. Mais le véritable apogée arrive en 1992 avec l'ouverture du Mall of America à Bloomington dans le Minnesota. Et ce monsieur venu tout droit de Californie le résume plutôt bien. This is really one of them. This is a high watermark of where we're going. Des gens viennent de l'autre bout du pays, parfois du monde, juste pour visiter ce monument du consumérisme. You're visiting from where? New York. New York. And you came here just to come to the mall? Yeah, we came here last year and same weekend and we came back this year again. Le Mall of America est le plus grand mall des États-Unis, sur plus de 500 000 m², avec plus de 520 magasins. Il attire 40 millions de visiteurs par an. Pour donner un ordre d'idée, c'est 4 fois plus que Notre-Dame de Paris. L'extravagance atteint des sommets absurdes. Une chapelle est même installée dans le mall pour permettre aux couples de se marier sur place. Et durant son existence, plus de 8300 mariages y seront célébrés. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais à une époque, il y a des Américains qui allaient se marier au centre commercial. Do you guys want to get married when you grow up? Yeah. Would you want to get married someplace like this? Yeah. Yeah. Et cette folie architecturale n'est pas innocente, évidemment. Elle s'appuie sur un concept de marketing redoutable, la Gruen Transfer, du nom de l'architecte du premier mall couvert. L'idée était simple, l'agencement sous forme de labyrinthe pour perdre les clients. Et ça ne leur laisse pas le choix de ralentir, flâner et évidemment acheter des choses dont ils n'avaient pas du tout besoin. Les longues allées, les différents étages et l'absence de repères temporels, vous remarquerez qu'il n'y a aucune fenêtre, tout est conçu pour que le visiteur perde sa notion du temps et dépense plus d'argent. Mais bien sûr, tous les malls ne se ressemblent pas. Dans certaines grandes villes, notamment en Californie ou dans les États du Sud, ils deviennent aussi des lieux de vie pour les minorités. Des centres, comme le Baldwin Hill Crenshaw Plaza à Los Angeles, accueillent dès les années 70 une clientèle majoritairement afro-américaine, avec des enseignes et des commerces qui reflètent la culture et les besoins spécifiques de cette communauté. On retrouve une forte présence de la culture hip-hop, les salons de beauté ou les boutiques de disques indépendants rencontrent leur public, et ce phénomène n'est pas anodin. Dans un contexte de ségrégation urbaine persistante et de discrimination, l'existence de ces malls permet à une communauté de s'approprier un espace public important, de développer une autonomie économique et d'affirmer sa culture. Plus généralement, les malls deviennent alors des lieux de sociabilité essentiels dans les années 80, où se crée du lien social, de l'entraide et de la créativité collective. Ce sont en quelque sorte des safe spaces pour les populations souvent marginalisées ailleurs en ville. La stratégie du mall fonctionne donc à merveille et s'adapte à une grande partie du pays. Les Américains passent en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie dans un centre commercial à chaque visite. Mécaniquement, les ventes explosent et les développeurs immobiliers se frottent les mains. Thousands have deserted the crowded metropolis to seek living space outside its boundaries. The vast sea of houses created by this explosion of the urban population flows outward in endless waves,
Mais cette expansion frénétique a un coût terrible pour les centres-villes américains. C'est ce qu'on appelle l'effet donut. Le centre-ville se vide de ses commerces, de sa vitalité et de son âme. But downtowns as we know them are changing. These sorts of areas often find customers gobbled up by big malls. I think it's going to slow down over here. Everyone's going to go over there. They got more things over there. Les villes deviennent des beignets vides au centre, avec toute l'activité concentrée dans une périphérie saturée de centres commerciaux et de parkings. Détroit, Saint-Louis, Cleveland, les exemples de villes évidées sont légion, et la France ne va pas être épargnée non plus. Parce que dans les années 70 et 80, la France, qui avait commencé à goûter au modèle américain des centres commerciaux, finit par l'adopter complètement. La société de consommation n'aura pas épargné les soucis aux petits épiciers de quartier. Dans cette course à la consommation, un grand magasin de Nancy vient de lancer une expérience, ouverture 24 heures sur 24, formule non-stop à l'américaine. La voiture devient indispensable, les classes moyennes s'installent en périphérie, dans des pavillons modernes, comme les Américains, et très vite, l'idée de faire ses courses en ville semble dépassée. On veut de l'espace, du pratique, et surtout, regrouper tout au même endroit, avec la possibilité de garer sa voiture facilement. On ne parle plus de simples galeries marchandes. Ce sont des machines à consommer, pensées pour accueillir des milliers de visiteurs par jour, avec leurs parkings géants et leurs galeries couvertes. Pour tous les jeunes qui habitent dans les cités, c'est la terre promise. Un ticket de bus ou un ticket de métro, et en quelques minutes, ils se retrouvent au milieu des lumières et des boutiques, loin de leur béton. On va voir ce qui se passe là, juste là, viens, on va voir là. Dans les années 80, la tendance s'accélère. L'État encourage le développement de grandes surfaces, les collectivités locales y trouvent une opportunité fiscale, et bien sûr, les promoteurs immobiliers foncent. En 1970, on comptait une soixantaine de centres commerciaux. En 1990, ils sont plus de 300. Et comme aux États-Unis, ils sont bien sûr toujours plus gros. Mais ce modèle commence déjà à poser problème, parce qu'en plus de l'effet donut, pour certains urbanistes, c'est le début de ce qu'on appellera plus tard la France moche. Des périphéries bétonnées, standardisées, avec leurs ronds-points, les mêmes enseignes partout, et leur parking à perte de vue. On y vient pour consommer, pas pour vivre. Une première loi, la loi Royer, tente de freiner cette expansion, mais elle arrive bien trop tard. Le phénomène est lancé, et rien ne l'arrête. Les centres-villes commencent à se vider. Moins de commerce, moins de monde, moins d'animation, et pour les petits marchands, la concurrence est rude. Les grandes enseignes cassent les prix, attirent la clientèle et laissent les boutiques historiques sur le carreau. C'est aussi à cette époque que se dessine une nouvelle géographie sociale. Le centre commercial devient le point de repère des zones périurbaines. Une population nombreuse y vit, loin des centres-villes, structurée autour des zones commerciales. C'est ce que le géographe Christophe Guilly appellera plus tard la France périphérique. À la fin des années 80, la France a bel et bien adopté le modèle américain, mais avec lui, elle hérite aussi de ses failles, des zones urbaines qui s'étalent, des centres-villes désertés et une dépendance à la grande distribution, et accessoirement à l'automobile. Une mutation profonde qui va façonner le paysage urbain pendant les décennies à venir. Et puisque tous les phénomènes américains finissent par arriver en France 20 ans plus tard, on peut peut-être imaginer comment cette histoire va se terminer. Au tournant du millénaire, les premiers signes de faiblesse apparaissent outre-Atlantique. Le modèle, qui semblait invincible, commence à montrer ses limites. Et le problème fondamental, c'est que l'Amérique a construit trop de malls pour ses besoins réels. Les chiffres sont délirants. Les États-Unis disposent environ 2,2 mètres carrés de surface commerciale par habitant. C'est quand même 5 fois plus que la France ou l'Allemagne, et cette surcapacité devient un boulet. La dépendance des malls aux grandes enseignes devient leur talon d'Achille. Quand Sears, Toys R Us ou JCPenney commencent à battre de l'aile, c'est tout l'écosystème qui vacille. Ces anchor stores ne payent pas seulement un loyer conséquent, ils génèrent du trafic pour toutes les petites boutiques autour, et leur fermeture déclenche un effet domino dévastateur. Et un autre problème émerge, l'uniformisation de l'offre. Ce qu'on pensait être une force il y a quelques années laisse apparaître les limites du système. D'un mall à l'autre, on retrouve exactement les mêmes enseignes, la même architecture, la même ambiance. Gap, Victoria's Secret, Foot Locker, Cheesecake Factory. La magie des débuts s'est transformée en routine ennuyeuse. Les consommateurs, et surtout les jeunes générations, cherchent autre chose. Le e-commerce commence aussi à grignoter des parts de marché. Amazon devient progressivement un concurrent sérieux. Alors pourquoi se déplacer, chercher une place de parking, déambuler dans les allées bondées, quand on peut juste commander depuis son canapé? En soi, le confort ultime d'autrefois est déjà dépassé. Is the end of an era for the Regency Square Mall. The Norfolk staple is shutting down after more than 50 years. One major mall is telling tenants it's time to go. Walking through the San Francisco Center might just be one of the most depressing things you can do. It is empty. Here, the landscaping overgrown. Dans les années 2010, les premiers signaux d'alerte se multiplient. Le taux de vacances commerciales augmente, certaines aires de malls sont désertées, le trafic piéton baisse, des malls entiers commencent à fermer, laissant derrière eux des carcasses de béton vides. The remains of Rolling Acres in Akron, Ohio. Poster child for a recent phenomenon in America, the dead mall. This one went dark in 2008,
fixtures auctioned off, others swiped or vandalized, nature now reclaiming more than 50 acres that once hosted Macy's, Victoria's Secret, The Parisian, 140 stores at its peak. Les premières reconversions de malls sont tentées, avec des résultats mitigés, parce que transformer un centre commercial en autre chose coûte une fortune. La structure même des bâtiments rend leur adaptation difficile. Beaucoup de projets échouent, faute de vision claire ou de financement suffisant. En 2017, un basculement historique se produit. Pour la première fois, la vente de e-commerce dépasse celle des grands magasins traditionnels. C'est un changement de paradigme complet. La presse commence à parler de Retail Apocalypse. Les fermetures s'enchaînent à un rythme effréné. Les enseignes historiques disparaissent, les unes après les autres. Entre 2016 et 2024, ce sont 18 730 magasins qui ont fermé dans les malls américains. It's been a staple of the American retail industry for 125 years, but today, Sears filed for Chapter 11 bankruptcy. The company wasn't able to pay a $134 million debt payment that was due today. No more fun and games for Toys R Us. The toy retailer has filed for bankruptcy. JCPenney has now filed for bankruptcy. It comes after the troubled company racked up $4.5 billion in losses over the past decade. C'est dans ce contexte qu'émerge un phénomène culturel fascinant, l'obsession pour les dead malls ou zombie malls. Des explorateurs urbains parcourent le pays pour documenter ces lieux abandonnés. La web-série Dead Mall de Dan Bell, lancée en 2014, devient virale. Des millions de vues pour des vidéos montrant des malls déserts, avec leur musique d'ambiance qui résonne dans le vide, leurs palmiers en plastique poussiéreux, leurs fontaines asséchées. C'est même assez flippant, je trouve. Cette fascination révèle quelque chose de profond. Ces malls abandonnés deviennent des symboles d'une époque révolue. Ils incarnent la fin d'un certain rêve américain, celui d'une prospérité infinie, basée sur la consommation. Ou alors peut-être a-t-il été remplacé par une vision encore plus dystopique, une consommation qui a désormais lieu uniquement depuis son canapé, faisant complètement disparaître l'aspect social du shopping. L'histoire de Randall Park Mall dans l'Ohio illustre parfaitement cette trajectoire. Ouvert en 1976, c'était à l'époque le plus grand mall du monde. Dans les années 80 et 90, il attirait des immenses foules, mais dès le début des années 2000, le déclin s'amorce. Les boutiques ferment une à une, et en 2009, le mall ferme définitivement. Il reste abandonné pendant une décennie, servant encore une fois de terrain de jeu idéal pour les amateurs d'urbex. Ironie du sort, Amazon finira par le racheter pour y installer un centre de distribution. L'exterminateur de mall récupère le cadavre de sa victime. An online retail giant brings new life to an area once thriving with brick and mortar stores in Northeast Ohio. Amazon will build an 855,000 square foot fulfillment center at the old Randall Park Mall. L'histoire du Pittsburgh Mills raconte une chute encore plus spectaculaire. Ce mall, qui était autrefois évalué à 190 millions de dollars, a été vendu après avoir été saisi lors d'une vente d'enchères pour seulement 100 $. Bon, techniquement, personne d'autre ne pouvait enchérir, puisque c'est la banque Wells Fargo qui a remporté la mise et a accumulé des centaines de millions de dollars de pertes à cause des anciens promoteurs qui n'ont jamais remboursé les prêts à la banque. Et puis en plus de tout ça, il se passe quelque chose que personne n'avait prévu. La pandémie de Covid-19. Si le Retail Apocalypse ravageait déjà tout sur son passage, le Covid, c'est la cerise sur le gâteau. Les malls fermaient du jour au lendemain, certains ne rouvriront jamais, les habitudes de consommation, déjà en mutation, basculent définitivement vers le numérique. Les projections sont sombres, selon une étude de Capital One, il est prévu que seulement 150 des 1200 malls américains actuels puissent rester en activité d'ici 2032. La mort des centres commerciaux n'est plus une hypothèse, c'est une réalité statistique. À cette fragilité économique s'ajoute un autre facteur, le sentiment d'insécurité. Depuis le début des années 2000, plusieurs fusillades ont éclaté dans des centres commerciaux. Des lieux autrefois perçus comme des bulles de confort deviennent des symboles de vulnérabilité. Ces événements tragiques, très médiatisés, ont contribué à casser l'image du mall comme refuge familial. La banalisation des exercices d'anti-fusillade dans les écoles a nourri une culture de la vigilance permanente, et le mall n'y échappe pas. Même si statistiquement les centres commerciaux restent peu concernés, l'imaginaire collectif, lui, il a basculé, et le shopping devient une activité potentiellement à risque. Et ça peut vite être fatal pour un lieu basé sur l'insouciance. Bon, il faut le dire, tous les centres commerciaux morts ne finissent pas forcément comme des décors pour des films d'horreur ou des terrains d'urbex. On a vu quelques projets et reconversions, comme le Highland Mall à Austin dans le Texas. C'était un pari qui n'était pas gagné d'avance. Inauguré en 1971, il a longtemps été une adresse emblématique avec un pic d'activité dans les années 80 avant de décliner progressivement jusqu'à sa fermeture définitive en 2015. Pendant longtemps, il a fait partie de ces malls que l'on laissait lentement s'éteindre, mais un projet de reconversion d'envergure s'est mis en place en coulisses. L'Austin Community College commence à racheter progressivement le site avec l'ambition de transformer ce lieu de consommation en véritable quartier éducatif. L'ancien JCPenney devient le cœur d'un nouveau campus avec salle de cours, laboratoire et bibliothèque. Les façades du mall sont conservées,
mais l'intérieur est entièrement repensé. Un partenariat avec un développeur privé transforme l'ensemble du site en un quartier mixte. On y ajoute des bureaux, des logements, des commerces de proximité, des espaces verts et même des pistes cyclables. Et à terme, le plan prévoit plus de 1200 appartements. Ce qui fait la force du projet, c'est qu'il ne part pas de zéro. L'ancien mall devient une trame sur laquelle on greffe une vision urbaine plus durable, mieux intégrée aux besoins de la ville. Highland Mall n'a pas seulement été sauvé, il a été complètement réinventé pour les besoins de la population. Mais ce genre de reconversion a un coût, et toutes les friches commerciales ne peuvent pas se permettre une telle renaissance. Rien que pour le campus éducatif, Austin Community College a mobilisé plus de 120 millions. Et bien sûr, tout le monde ne joue pas avec les mêmes cartes. Il faut que le mall soit bien situé, que la ville soit en croissance, qu'il y ait une vraie demande. Sans ça, les investisseurs ne suivent pas. Dans les zones rurales ou les banlieues en déclin, la plupart des centres commerciaux restent à l'abandon, faute de perspectives claires. Des fois, ça coûte plus cher de le laisser comme ça que de le détruire. Highland est une exception, pas encore la norme. Et même pour les malls encore en activité, leur emplacement joue beaucoup sur leurs chances de survie et raconte une histoire d'inégalité. Seuls les malls de grandes métropoles et de quartiers riches s'en sortent. Les destinations shopping haut de gamme, avec boutiques de luxe, continuent d'attirer des foules, mais ne représentent qu'une infime minorité. À Miami, le Bal Harbour Shops joue la carte du luxe, Chanel, Prada, Rolex, le tout dans un écrin végétalisé, sécurisé, où la clientèle est tout sauf hétéroclite. Même à New York, où l'espace se raréfie et atteint des sommets en termes de prix, Hudson Yards propose une version futuriste d'un mall, un centre commercial vertical, intégré dans un ensemble de bureaux, d'habitations, de restaurants étoilés et d'art contemporain. Ce n'est plus seulement un lieu d'achat, c'est un écosystème à part entière, généralement pour les riches. Cette survie révèle une fracture territoriale profonde. L'Amérique des métropoles dynamiques n'a plus grand chose en commun avec celle des villes moyennes. Les malls morts deviennent les marqueurs les plus visibles d'une époque qui n'existe plus. On pourrait même dire que la fracture va bien au-delà de l'aspect géographique. La classe moyenne, qui faisait vivre les malls, est en voie de disparition. En quelque sorte, le marché se polarise entre un luxe d'un côté et le discount de l'autre. Dollar stores are continuing on with their expansion plans into 2022. Opening more stores than any other retailer. Les Neiman Marcus et Nordstrom haut de gamme survivent dans les beaux quartiers. Pendant ce temps, les Dollar General et Five Below prolifèrent dans les zones pauvres. Entre les deux, il n'y a plus grand chose. Et de nos jours, les plus jeunes générations n'ont plus aucun attachement sentimental aux centres commerciaux. Pour eux, c'est un concept aussi dépassé que les cabines téléphoniques. La nostalgie des centres commerciaux est réservée aux générations d'avant. Tout comme en France, où l'on errait dans les allées des centres commerciaux entre Micromania et Decathlon pour y passer un samedi après-midi. Aux États-Unis, la faillite de Forever 21 en 2025, avec 350 fermetures de magasins, symbolise cette rupture générationnelle. Cette enseigne, qui incarnait la fast fashion accessible aux jeunes, n'a pas su s'adapter aux nouvelles attentes et aux nouveaux acteurs comme Shein. Le mall était censé représenter à la perfection la notion de tiers-lieu, théorisée par le sociologue Ray Oldenburg. C'était ni la maison, ni le travail, mais un espace social neutre et accessible. Mais en réalité, il n'a jamais vraiment rempli ce rôle sur le long terme. Et pourtant, hors des États-Unis, le centre commercial semble faire de la résistance. Au Moyen-Orient et en Asie, le modèle du mall n'a pas totalement disparu. Il s'est même amplifié. Ces régions ont fait du centre commercial un symbole de croissance, de prestige et parfois de puissance nationale. Aujourd'hui, les plus grands malls du monde ne sont plus aux États-Unis, mais en Iran, en Thaïlande, aux Philippines ou au Koweït. Le Dubai Mall est un bon exemple. Ouvert en 2008, il accueille plus de 100 millions de visiteurs par an et on y trouve bien sûr des boutiques, mais aussi une patinoire olympique, un aquarium géant, des cinémas, des restaurants gastronomiques, des hôtels de luxe. C'est un temple du divertissement autant que de la consommation. En Chine, la dynamique est encore plus massive. Rien qu'en 2022, le pays comptait plus de 7000 centres commerciaux en activité et des centaines d'autres en construction. Quand un centre commercial meurt aux États-Unis, des dizaines naissent en Chine. À Pékin, à Shanghai ou à Shenzhen, les centres commerciaux ne sont pas seulement des lieux d'achat, ce sont des hubs sociaux. On y passe la journée en famille, on y mange, on y fait du sport, on s'y amuse, le tout dans des décors spectaculaires, comme ici dans le plus grand complexe de ski en intérieur de la planète, une aberration écologique que même les Américains n'avaient pas osé, mais qui malgré tout attire des millions de visiteurs. Dans ces zones fortes en urbanisation, où la classe moyenne continue de s'étendre, le mall reste un modèle qui fonctionne. Il évolue, il se digitalise, mais il ne disparaît pas, à l'inverse des États-Unis. Ici, le centre commercial n'est pas vu comme un vestige du passé, il incarne encore l'avenir. Et en France, certains ont réussi cette mutation. Val d'Europe, par exemple, développé par Disney et le promoteur Klépierre, près de Disneyland Paris, mélange shopping, loisirs et habitat. Son architecture néo-haussmannienne, ses vraies rues, ses places, en font presque une vraie ville. Le succès est au rendez-vous, les gens viennent y vivre, pas seulement y consommer. Et plus largement, on observe un retour en force des formes traditionnelles de commerce. Les marchés de producteurs explosent, les friperies redeviennent cool. Les boutiques indépendantes retrouvent une clientèle. Quand ils n'achètent pas en ligne, les consommateurs cherchent l'authenticité, le contact humain, l'histoire derrière le produit, l'inverse de ce que les centres commerciaux pouvaient offrir. Dans ce contexte, le pharaonique American Dream dans le New Jersey apparaît comme une aberration. Ouvert en 2019, après des décennies de discussions, de propositions et de chantiers, ce méga mall qui a coûté la bagatelle de 8 milliards de dollars cumule tous les excès. Parc aquatique, piste de ski intérieur, parc d'attractions, mais il croule sous les dettes.
Il peine à attirer les visiteurs et symbolise l'obsolescence d'un modèle. Construire des plus grands malls du monde au moment où l'immense majorité meurt à petit feu, on a connu plus visionnaire comme stratégie. Le dernier événement qui a remis l'American Dream dans la bouche des Américains, c'est quand MrBeast a lancé ses premiers burgers dans la galerie marchande et ça a créé une véritable émeute. Mais bon, faut pas croire que tous les malls sont condamnés à attendre l'arrivée d'un YouTuber pour faire revenir les clients. Je le disais tout à l'heure, les quelques segments qui continuent de prospérer n'ont rien à voir avec les galeries vieillissantes de l'Amérique du milieu. Mais ces exemples restent marginaux. Ils concernent une clientèle hyper ciblée, dans des villes très riches. Ils ne sauveront pas les milliers de malls en train de disparaître. Ce sont les derniers survivants d'une autre époque, adaptés à un autre monde. Les centres commerciaux ont donc défini toute une époque, à travers les frontières. Pour retourner au Puente Hills Mall, près de Los Angeles, c'est l'incarnation parfaite de ce déclin. C'était le lieu de rendez-vous du week-end, de la sortie en famille, du shopping entre potes. On y allait pour flâner, pour manger un bout, pour passer le temps. Pendant des années, c'était le cœur battant de la vie de banlieue. Un tel symbole ultime de la vie américaine dans les années 80 que Doc Brown ne pouvait pas trouver un meilleur endroit pour présenter sa DeLorean au jeune Marty McFly. Les allées autrefois bondées sont désormais complètement vides, les canapés troués sur lesquels les jeunes se socialisaient il y a quelques années sont des reliques d'une époque révolue, et peut-être un symbole du modèle américain en général. Ce modèle ne colle plus aux attentes aujourd'hui, les gens veulent consommer différemment, dans des lieux plus pratiques, plus locaux, ou alors simplement sur leur propre canapé. Ce n'est pas juste une question de commerce, c'est une question d'époque qui bascule, et ce que l'on fera de tous ces malls vides, on dira long sur nos priorités pour la suite.